Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien, fondateur de Health Tech in Progress, agence de conseil stratégique santé, du même nom que le podcast. Dans ce podcast, je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui construisent la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Et nous revoilà avec Nicolas pour la fin de cette masterclass sur le dispositif médical. Et je pense qu'elle va vous intéresser particulièrement. On va parler des dispositifs particuliers de financement de l'innovation, mais aussi des spécificités appliquées aux thérapies digitales. Et on commence donc avec les dispositifs particuliers de financement pour les dispositifs médicaux. Est-ce que tu peux nous faire une petite liste des dispositifs qui existent pour favoriser l'accès aux dispositifs médicaux innovants ? Alors, on va dire que cette liste, c'est positif pour le monde du dispositif médical. Elle se rallonge d'année en année, et donc il y a pas mal de choses. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le forfait innovation. Alors, le forfait innovation, ça s'adresse à des dispositifs médicaux, pas que, ça peut s'adresser aussi à des actes innovants ou à des dispositifs de diagnostic in vitro. Ce sont des dispositifs médicaux qui sont marqués CE ou pas. Donc on peut être encore au stade de la recherche de l'obtention du marquage CE ou juste avant. Et donc ce forfait innovation, c'est quoi le principe ? L'idée, c'est qu'il y ait une sorte de cofinancement d'une étude clinique ou médico-économique pour accumuler des preuves pour que ensuite le dispositif, par exemple, soit pris en charge à travers ce qu'on appelle le droit commun, donc c'est-à-dire à travers une inscription, par exemple, à la liste des produits et prestations remboursables. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce forfait innovation ? En fait, la HAS ainsi que la DGOS et le fabricant vont essayer de se mettre d'accord pour élaborer une étude clinique, faire donc élaborer donc une investigation clinique ou médico-économique. On se met d'accord sur un tarif en fait de prise en charge du dispositif médical dans le cadre de cette étude clinique. Il y a aussi des frais qui restent donc par exemple à la charge du fabricant, donc tout n'est pas pris en charge par le forfait innovation, mais il y a un certain nombre de choses qui sont pris aussi en charge par la collectivité. Donc grosso modo, on a l'habitude de dire que le forfait innovation paye le dispositif qui va être utilisé. L'assurance maladie va payer le bras comparateur, d'accord, dans l'étude, et le fabricant paye le reste, c'est-à-dire par exemple tout ce qui correspond à la logistique de l'essai, quoi. D'accord. Ok. Ça, c'est le forfait innovation. Et donc, ça s'adresse à des dispositifs qui ont un certain nombre de caractéristiques. Grosso modo, parce qu'on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais ce sont les dispositifs qui sont des innovations dites de rupture, d'accord ? Donc C'est-à-dire des grosses innovations entre guillemets. Et donc là, à l'heure actuelle, il y en a un peu plus d'une douzaine en fait qui sont en cours. D'accord, ok. Est-ce que tu vois d'autres procédures spécifiques pour accéder à l'innovation ? Oui, il y en a d'autres. Alors, il y a quelque chose de très récent en fait, c'est la demande de prise en charge transitoire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette demande de prise en charge transitoire ? C'est la possibilité d'une prise en charge temporaire qui, elle, intervient entre la demande de prise en charge dans le droit commun, donc par exemple une inscription à la LPPR, et la décision. Parce qu'effectivement, ce processus en fait aussi bien d'évaluation par la CNEDIMS que de prise de décision, de négociation avec le CEPS peut être plus ou moins long. Parfois, moi je cite pas un cas en particulier, mais ça m'est arrivé par exemple qu'entre l'avis de la HAS et le remboursement, pour certains DM, on est 2 ans qui s'écoulent. Ah oui, en effet. Ça peut être relativement long. Donc, dans cette phase de transition, dans cette phase transitoire, dorénavant, il peut y avoir une prise en charge qui est effectuée. Et ça s'adresse par contre à certains dispositifs très particuliers, c'est-à-dire des dispositifs qui ont un besoin qui est non ou mal couvert dans des maladies graves ou rares, d'accord, ou par exemple pour compenser un handicap. Et à ce moment-là, c'est valable que 1 an, ça peut être renouvelable 1 année supplémentaire, et ça s'adresse uniquement à des DM marqués CE. D'accord, ok, très très clair. Là, j'ai une autre piste, peut-être, on en parle très souvent, l'expérimentation par l'article 51.
Alors, l'expérimentation par l'article 51 peut inclure des dispositifs médicaux. Alors, c'est pas un dispositif, attention, qui est destiné au DM, hein. C'est pas étiqueté DM. Les deux dont je t'ai parlé précédemment, le forfait innovation et la demande de prise en charge transitoire, c'est étiqueté dispositif médical. L'expérimentation article 51, ça s'adresse à toutes les expérimentations organisationnelles, d'accord? Donc c'est vraiment au sens large. L'idée, c'est de permettre voilà, l'émergence d'une organisation innovante dans le secteur sanitaire, d'accord, dans le secteur de la santé, et d'une certaine façon aussi de voir d'améliorer la prise en charge qu'on peut avoir avec certains produits ou prestations associées. Donc c'est là où les dispositifs médicaux sont aussi peut-être pertinents. Donc c'est un dispositif qui fonctionne avec une prise en charge au forfait. D'accord. Donc c'est une prise en charge, voilà, qui est déterminée de cette façon-là. Donc c'est vraiment une approche qui est assez plébiscitée effectivement, mais je le répète, qui ne s'adresse pas que aux dispositifs médicaux. Et à l'heure actuelle, je suis pas certain qu'il y ait d'ailleurs énormément de dispositifs médicaux qui soient dans cette expérimentation article 51. Il y en a, hein, il y en a, mais c'est pas forcément la majorité des situations. En préparant l'épisode, je suis aussi tombé sur l'expérimentation de télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé, avec un super acronyme qui s'appelle ETAP. Pareil, est-ce que tu as un petit mot à nous dire dessus? Alors, étape, c'est aussi c'est une forme d'article 51, mais on va dire orienté sur 5 pathologies différentes, d'accord? Donc, c'est pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque chronique, les patients qui sont insuffisants rénaux, les patients qui sont en insuffisance respiratoire, les patients diabétiques qui sont mal équilibrés par leur traitement, et enfin, 5e cas, qui est peut-être le cas que je connais le mieux, c'est pour les patients qui sont porteurs d'une prothèse cardiaque implantable qui est à visée thérapeutique. Donc, c'est tout ce qui concerne la télécardiologie en particulier. Donc, dans le cadre de ces 5 pathologies, il y a des systèmes de télémédecine en fait qui sont mis en place. Donc là, effectivement, ça fait intervenir des dispositifs médicaux. Et ces systèmes de télémédecine, là aussi, sont payés via un forfait en fait qui est dédié par malade en fait d'une certaine façon. Et là, il y a une grosse actualité, on va dire sur étape, puisque à l'été prochain, il est prévu que cette phase d'expérimentation, hein, qui a duré plusieurs années, se termine et que on va dire les expérimentations qui ont marché dans le cadre de ce programme puissent intégrer le droit commun. Donc ça, ça a été prévu. Donc là, on vient de parler des modes de financement particuliers pour les dispositifs médicaux innovants. Et maintenant, on va s'intéresser aux spécificités appliquées aux thérapies digitales par rapport un petit peu à tout ce qu'on a abordé dans la masterclass. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des spécificités appliquées aux thérapies digitales? Alors, il y a des spécificités, oui et non, mais il y a surtout des nouveautés, un certain nombre de guides qui ont été publiés, et de recommandations qui ont été publiées, par, la Haute Autorité de Santé ces derniers temps. Donc ça bouge beaucoup du côté de la Haute Autorité de Santé. Ça a commencé tout d'abord en janvier 2019, où il y a un premier guide relatif aux spécificités méthodologiques d'évaluation clinique des dispositifs médicaux connectés qui est sorti. Et là où je disais que ça bouge oui et non, justement ce guide il disait que il y avait pas tellement de spécificité en matière d'évaluation sur les DM connectés, qu'il fallait les considérer comme des DM un peu comme les autres et que donc on devait faire des études cliniques en somme pour ces dispositifs-là. Mais là où c'est un peu paradoxal, c'est que depuis il y a d'autres choses qui sont sorties et en octobre 2020, il y a un guide des dépôts de dossiers pour les DM embarquant un système d'apprentissage automatique qui relève donc de l'intelligence artificielle. Donc ce guide est sorti donc il y a un an tout juste, et là il y a des spécificités qui émergent, en tout cas des éléments importants que la Haute Autorité de Santé veut voir dans un dossier concernant ce type de dispositifs médicaux. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a des spécificités à apporter sur la finalité d'usage du dispositif, les données qui ont servi d'entrée pour l'algorithme, le fonctionnement en fait du système, parce que effectivement la Haute Autorité de Santé veut
que l'algorithme soit explicable, soit compréhensible en tout cas, un certain nombre d'éléments sur les caractéristiques fonctionnelles aussi de l'algo, et puis des éléments sur la performance, la qualification du système, sa robustesse, sa résilience aussi. Enfin bref, la Haute Autorité de Santé a dans un premier temps dit qu'il n'y avait pas trop de spécificité, mais là avec ce guide, d'une certaine façon, elle montre que si, il y en a quand même. D'accord, donc finalement ils se sont adaptés à ces nouvelles spécificités, et est-ce que tu vois d'autres évolutions peut-être à prévoir? Oui, alors déjà pour finir en fait la liste en fait des publications de la Haute Autorité de Santé, il y a aussi une classification fonctionnelle qui est sortie au début de cette année, en février 2021. Cette classification fonctionnelle, elle propose une classification pour les solutions numériques en se fondant sur 2 éléments. La capacité de la solution numérique à prendre en compte les paramètres du patient, enfin de l'usager, de la personne qui utilise la solution, et son caractère autonome, savoir si elle est autonome ou pas. Donc d'une certaine façon, c'est personnalisation versus caractère autonome, c'est les 2 grands critères majeurs. Et puis plus la solution est personnalisable et autonome, plus entre guillemets elle est potentiellement à risque. Et donc, ça sous-entend qu'il y aura des évaluations qui seront plus poussées pour ce type de technologie. Donc ça, c'est pour donner un peu un état d'esprit de la Haute Autorité de Santé qui est en train de faire des classifications pour les solutions digitales, dans l'optique sûrement de développer des recommandations d'évaluation qui sont adaptées à chacune de ces catégories. Donc ça, c'est les éléments qu'on peut dire à l'heure actuelle sur quel est l'état d'esprit de la Haute Autorité de Santé. En matière d'évolution à prévoir, là, il y a beaucoup de choses qui se passent, puisqu'il y a le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui est donc en train d'être voté, hein, la loi est en train d'être votée, et il y a pas mal de choses qui vont changer, en tout cas il y a un certain nombre de choses qui sont prévues là, qui vont changer. Tout d'abord, on a parlé du programme ETAP. Ce qui est prévu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que voilà, ça y est, à la fin du programme, donc d'ici l'été prochain, les solutions de télésurveillance soient prises en charge via le droit commun. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments. Et puis, alors ça va beaucoup intéresser tes auditeurs. Il y a la création d'un dispositif. Pardon, je peux la refaire. Il y a la création. 3, 4. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser tes auditeurs, c'est la création d'un dispositif d'accès temporaire et transitoire pour les solutions numériques en santé. Donc c'est libellé comme ça, hein, donc voilà, là je pense qu'on peut pas être plus clair. Alors à quoi ça s'adresse? Ça s'adresse donc aux thérapies numériques, d'accord, aux solutions numériques présumées innovantes, hein, c'est libellé comme ça dans le projet de loi, de télésurveillance. Donc ça, c'est précisé, de télésurveillance. Donc qu'est-ce que ça va permettre en fait ce système? Une inscription donc du dispositif via une prise en charge donc transitoire qui sera limitée à 1 an, non renouvelable a priori. Pour le moment, en tout cas, c'est formulé comme ça. Et ce sera une prise en charge qui se fera par l'assurance maladie. Et donc, voilà, le titre exact, c'est prise en charge anticipée du numérique en santé. Donc ça, c'est à suivre. Ce sera donc publié par arrêté ministériel, et ce sera soumis en fait à la CNEDIMS pour évaluation, pour savoir si la solution est éligible ou pas. Voilà. D'accord, donc oui, il y a pas mal d'évolutions à prévoir. C'est vrai que c'est un milieu qui est en plein chamboulement, en pleine évolution. Là, on a vu un petit peu les évolutions qu'il y avait à prévoir au niveau national. Une question qui me vient comme ça, c'est quel va être le chemin à suivre si on veut étendre justement le remboursement d'une future thérapie digitale, une thérapie qui rentre un dispositif médical, au niveau européen, au niveau mondial? Est-ce qu'il y a des spécificités aussi déjà, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer? Alors là, c'est plus une opinion que quelque chose de vraiment fondé sur les preuves, mais à l'heure actuelle, il y a quand même une sorte de guéguerre quand même entre les États pour essayer justement d'avoir je dirais une réglementation qui soit la plus accueillante possible pour ces solutions numériques. Alors, pourquoi je dis ça? Par exemple, là, dernièrement, en Angleterre, justement profitant peut-être du Brexit et du fait que l'Angleterre est peut-être un peu plus libre d'avoir les coups des francs, je dirais, pour faire passer des lois et des règlements, ils sont en train de travailler sur
ce qu'ils ont appelé des guidance, hein, donc des recommandations, disons, pour les sociétés qui développent des solutions intégrant de l'intelligence artificielle. Donc j'ai plutôt l'impression que non, il n'y a pas vraiment de règles qui se jouent au niveau international, et que c'est vraiment chaque pays qui essaye d'attirer un peu les entreprises innovantes avec leurs solutions digitales, et donc c'est vraiment quelque chose qui se joue au coup par coup, État par État. Bah, tu penses que tu vois venir la question suivante. Comment se positionne la France à ce niveau-là? Parce que j'ai entendu parler, par exemple, qu'en Allemagne, les hôpitaux disposaient d'une plus grande autonomie. Donc, qu'en est-il de la France, hein? Alors là, ma réponse, elle va pas concerner exclusivement les thérapies digitales ou les solutions digitales, hein, ça concerne un peu tout type d'EDM. Généralement, l'accès au marché est réputé comme étant difficile en France, hein, parce que les exigences de la Haute Autorité de Santé sont très élevées. Il est écrit clairement, hein, dans le guide en fait de dépôt en fait des dossiers, que la Haute Autorité de Santé a des principes en matière d'évaluation, et qu'il faut des études qui ont un haut niveau de preuve, si possible des études randomisées, contrôlées. Donc ce sont des types d'études qui sont pas faciles à fournir par les industriels. C'est un processus qui est long, il faut le dire aussi. Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement des tutelles. Donc quand je dis tutelle, hein, je parle de la Haute Autorité de Santé, même s'il y a un dialogue précoce qui peut avoir lieu. Mais comparé par exemple à ce qui peut se passer en Angleterre avec le NICE, c'est vrai que c'est quand même assez différent. Donc ce qu'il faut voir, c'est que par contre, l'impression que j'ai, mais je suis hospitalier, hein, je suis pas industriel, c'est que pour développer en fait je dirais un proof of concept, quoi, hein, donc un premier prototype, etc., voire commencer une petite production, il y a quand même des aides en France, c'est possible, hein. C'est pas quelque chose de trop difficile à avoir. Par contre, c'est vrai qu'en matière de remboursement et d'accès au marché, j'ai souvent l'écho des industriels que c'est la partie la plus difficile, sur laquelle il y a pas beaucoup d'accompagnement. Tu parlais de l'Allemagne, je peux peut-être en dire un mot. Bien sûr, bien sûr. En ce qui concerne l'Allemagne, effectivement, y a le système dont tu parles, c'est le NUB, en fait, hein. C'est un système d'accès qui est assez souple, effectivement, qui donne une grande autonomie aux hôpitaux allemands, qui leur permet, d'une certaine façon, d'essayer des dispositifs médicaux innovants, et pour ça, d'avoir un financement qui leur permet pendant au moins 2 ans de pouvoir tester le dispositif, et aussi de pouvoir aussi accumuler des données sur le dispositif. Donc, tes collègues allemands, ils sont un petit peu plus libres que toi, finalement. Oui, d'une certaine façon, mais alors attention, là où il faut être prudent aussi et pas non plus mettre le système allemand sur un piédestal, c'est que ce système, il se joue hôpitaux par hôpitaux, lender par lender. Donc c'est très différent de notre concept, je dirais, très français, de très centralisé en tout cas, très égalitaire, dans le sens que on trouverait complètement inadmissible qu'on n'ait pas accès à tel dispositif dans telle région, et pas dans tel autre. Enfin voilà, donc c'est un système qui est très différent. Je peux donner un autre exemple en Europe, par exemple en Italie, on a ce genre de disparités régionales qui sont très marquées, où il y a certaines régions qui peut-être parce qu'elles sont plus riches, ou parce que elles ont une opportunité, elles ont référencé, elles utilisent des dispositifs médicaux qui sont innovants, et puis d'autres régions qui sont plus défavorisées, et donc ça peut entraîner une forme de tourisme sanitaire, de tourisme médical au sein même du pays, pour pouvoir bénéficier de telle ou telle technologie. Donc voilà, faut savoir ce qu'on veut aussi. J'avais peut-être une question, parce que là, on a parlé de toutes ces spécificités au niveau européen. Est-ce qu'il y aurait des particularités pour des entreprises déjà validées dans d'autres pays et qui voudraient venir en France, hein? Ce serait plutôt l'inverse que j'ai envie de dire, c'est que si on a réussi en France, ce sera peut-être plus facile de réussir ailleurs, parce que justement je dirais la marche est tellement haute que bon voilà, ce sera plus simple. L'inverse, non, en fait, il faut repartir un petit peu de zéro, d'une certaine façon, quand on arrive en France. C'est un petit peu justement ce qui est reproché justement dans ces entreprises, par exemple, qui ont un rayonnement plus européen ou plus international, dire la France c'est toujours compliqué, hein. Oui, c'est vrai que l'accès au marché en France et le système de remboursement est compliqué, est exigeant. Donc voilà. Mais par contre, si on a réussi en France, je pense qu'on peut réussir partout ailleurs. Partout en Europe, c'est un bon point. Du coup, nos entrepreneurs français vont être très contents. Et entrepreneurs, on a parlé de beaucoup de choses. Là, on a vu que c'était quand même un sujet qui était extrêmement complexe, avec beaucoup de notions à intégrer, beaucoup de réglementaires, beaucoup d'interlocuteurs différents.
Et j'aimerais t'emmener sur une partie qui va, je pense, vraiment intéresser très particulièrement les auditeurs, ceux qui sont en train de développer des startups medtech. On va parler d'accompagnement. Et la première question, c'est de savoir par qui se faire accompagner pour toutes ces étapes-là. Est-ce que tu as des exemples, des personnes ressources? Évidemment, toi. Alors, comme je l'évoquais précédemment, c'est vrai que même si il n'y a pas beaucoup d'accompagnement par les tutelles hein, en France, il faut quand même noter l'effort de la CNEDIMS, hein, donc à la Haute Autorité de Santé, pour développer ce qu'on appelle les rencontres précoces. Alors le principe de la rencontre précoce, c'est d'aller discuter en fait du développement clinique de la technologie. D'accord. Et à ce stade-là, on peut soumettre donc une demande en fait, donc où on va parler en fait du comparateur par exemple qu'on utilise dans l'étude clinique qu'on prévoit et voir si ce comparateur est recevable aux yeux de la CNEDIMS. Donc c'est un premier échange, donc on peut programmer une rencontre en ligne, enfin en tout cas faire sa demande en ligne pour rencontrer la Haute Autorité de Santé. Donc c'est relativement souple et c'est quand même un bon point de départ pour savoir si voilà on est complètement à côté de la plaque ou pas. Après, au niveau institutionnel, il y a peut-être d'autres choses, hein, justement, donc par rapport aux clusters régionaux, là, il peut y avoir aussi des aides intéressantes hein, pour essayer de comprendre comment fonctionne le marché du dispositif médical et justement comment fonctionnent ces mécanismes de remboursement. Et puis après, il y a des entreprises privées hein, de consulting hein, avec des personnes qui sont compétentes dans le domaine. Donc, faut pas hésiter à les solliciter. Bien sûr, c'est pas gratuit, hein, mais ça peut permettre d'éviter de faire des grosses erreurs. Par exemple, si on demande un niveau d'ASA qui est totalement décorrélé des éléments de preuve qu'on peut présenter à la CNEDIMS, ça peut un peu braquer la commission. Donc ça, c'est des erreurs voilà qu'il faut pas faire et vous avez des personnes vraiment compétentes dans ces entreprises de consulting pour vous accompagner qui ont l'habitude. Je vais te poser la question jumelle de celle que je t'ai posée dans la première partie de cette masterclass. Je t'avais posé la question de combien de temps ça prend pour se faire certifier, marquer CE. Donc là, très simple, combien de temps il faut prévoir entre le début du processus de remboursement jusqu'à l'obtention du prix de remboursement? Alors ça, si on se réfère au code de la sécurité sociale et si on regarde donc, c'est réglementé en fait, normalement c'est 180 jours. Mais alors attention, dans les faits, c'est beaucoup plus long que 180 jours parce qu'il y a ce qu'on appelle des arrêts d'horloge en fait, hein, ou des arrêts de chronomètre. C'est-à-dire que, il peut y avoir des questions qui sont soumises à l'industriel parce qu'on a besoin, la CNEDIMS ou le CEPS a besoin de précision, ou alors les négociations s'arrêtent. Et donc, ces temps, en fait, ils sont décomptés des 180 jours. Donc, dans les faits, on est plutôt sur une période qui tourne grosso modo entre 1 an, voire 2 ans. Donc, c'est beaucoup plus long que les 180 jours qui sont en tout cas réglementaires. Et est-ce que tu as un conseil d'expert justement pour accélérer ce processus? Alors pour accélérer ce processus, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la preuve clinique. En pensant que son DM est suffisamment génial pour que toutes les portes s'ouvrent et que tout le monde fasse waouh. Faut se fonder sur des preuves tangibles et la preuve clinique. Alors il y a d'autres éléments de preuve, hein, l'impact organisationnel, l'intérêt médico-économique, tout ça, ce sont d'autres éléments. Mais il faut pas oublier que on parle de santé et qu'en santé, quand même, ce qui est au centre de la santé, c'est l'efficacité, la sécurité d'utilisation de la technologie. Ensuite, là, ça c'est une question un peu plus générale. Faut faire attention aussi pour ceux qui connaissent pas bien le milieu de la santé, qui viennent d'autres milieux, qui pensent que la santé c'est juste un marché comme les autres. Non, attention, c'est un milieu particulier qui a son vocabulaire. Donc comme tout milieu, il y a des codes, il y a des choses à savoir et se lancer dans le milieu de la santé, ça demande une forme d'apprentissage aussi. Il faut pas penser que c'est juste un marché comme les autres. Et dernier. Tu déconseilles de. Excuse-moi, je t'ai Pardon, coupé, mais du coup, tu déconseilles de faire comme Elizabeth Hall. Voilà, enfin, faut être, faut être un peu plus prudent, effectivement, et surtout pas être un escroc. Voilà, mais non, c'est plus sérieusement, il faut effectivement connaître ce milieu, savoir
quelles sont les personnes avec qui on travaille, et surtout ça aide à comprendre dans quel état d'esprit on va être reçu. Et voilà, tout à l'heure j'expliquais la question du CEPS et comment réfléchit le CEPS, mais il faut aussi réfléchir à comment réfléchit la haute autorité de santé, etc. Donc c'est aussi des éléments à connaître. Et dernière chose, toutes ces questions d'accès au marché, il faut les anticiper le plus tôt possible, selon moi, dans la conception même du dispositif. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre d'avoir un produit fini, voilà, et de se dire, bon, bah, maintenant, comment je vais me faire rembourser. C'est peut-être un peu trop tard, hein, c'est ce qu'on appellerait du early market access, hein, ou de l'accès au marché très précoce. C'est-à-dire, c'est essayer de penser dès la conception à savoir comment ma technologie va s'intégrer ensuite dans un plan de stratégie de développement clinique, et de cette stratégie de développement clinique, comment je vais pouvoir tirer des preuves qui vont permettre d'accéder à un remboursement et d'avoir le meilleur prix avec une meilleure négociation, la meilleure négociation possible. D'accord, donc peut-être prévoir directement quand on commence à développer le DM, savoir dans quelle classe il va être classé, déjà pour savoir la preuve clinique qu'il va lui falloir ou des choses comme ça. Oui, exactement. Puis savoir exactement ce qu'on peut obtenir en matière de preuves cliniques, et si dans le développement, il n'y a pas des choses qui peuvent freiner justement le bon déroulement d'un essai clinique de haut niveau de preuve, par exemple. D'accord ? Si par exemple on a ajouté une caractéristique à son dispositif qui fait que pour une raison ou pour une autre, on va pas pouvoir réaliser de double aveugle, par exemple, ou je sais pas, ou d'appliquer une méthodologie qui est pourtant reconnue et recommandée, eh bien à ce moment-là, il faut essayer de voir si on peut pas corriger ça dès la conception. Voilà. Une question qui me vient comme ça, on a parlé rapidement d'accompagnement. Est-ce qu'il existe des jurys et tu viens présenter ton DM et ils peuvent t'orienter comme ça, ils peuvent déjà te dire ok, donc toi tu vas être classe 2A, tu vas être classe 2B, tu vas être classe 3, donc il va falloir que tu penses à ça déjà. Est-ce que ça existe ou est-ce que on va pouvoir le créer ? Alors, c'est une très bonne question. Il existait par le passé une structure qui s'appelait la délégation à l'innovation en santé, qui a existé pendant plusieurs années, et qui avait un peu ce rôle en fait, c'est-à-dire elle rencontrait des porteurs de projets, et l'idée c'était de réorienter les personnes sur le bon chemin d'une certaine façon. Et c'est dommage en fait que cette structure n'ait pas perduré. En fait, elle avait un problème un peu de statut, c'était un peu un objet interministériel non identifié d'une certaine façon, et c'est une structure qui n'a pas pu voilà, Périclité, ouais. Qui a périclité du coup. C'est une structure qui a périclité, et qui pourtant avait, je pense, une vraie raison d'être et une vraie utilité d'intérêt, je dirais, public en tout cas, puisqu'elle permettait d'orienter les porteurs de projets et justement les aider à répondre à ce genre de questions. C'est vrai que je te posais la question comme ça, complètement à l'aveugle, et je ne savais pas que ça existait, donc c'est très intéressant de voir que ça a existé. Et je pense que vu la dynamique dans laquelle on est, forcément il y a des initiatives dans ce sens qui vont arriver. Oui, on a parlé il y a quelques mois en fait de la création d'une agence innovation. Alors j'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir derrière. C'était Grégory Emery qui était chargé justement de réfléchir à ce concept-là. Est-ce que ça va aboutir ? Mais je pense en tout cas qu'il y a une certaine lignée avec cette délégation à l'innovation en santé. Et bon, on va suivre ça de près. Bah moi, je vois déjà une idée avec ton podcast, faire un podcast où des medtech viennent pitcher leur projet et tu viens analyser leur projet et du coup, un concept de podcast, un pitch en direct. Oui, pourquoi pas, oui, à réfléchir. Bon, on va finir cette masterclass sur cette idée. Vraiment, merci beaucoup Nicolas parce que c'est incroyable. Là, on a fait une grosse masterclass, tout cumulé, ça fait à peu près 2 heures de contenu, c'est vraiment énorme. Donc merci beaucoup. Évidemment, j'invite les auditeurs à aller écouter le podcast de Nicolas parce que tout simplement, il y a toute l'actualité sur le DM, beaucoup de rentrer dans le détail aussi sur des DM spécifiques. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à nous en dire un petit mot pour conclure et pour motiver aussi les auditeurs à venir te rejoindre sur ton podcast. Déjà, je commence par te remercier pour avoir partagé ce moment avec toi et pu échanger sur cet accès au marché et sur comment mettre sur son dispositif médical sur le marché. Et voilà, j'espère que tes auditeurs auront appris des choses. Donc effectivement, si vous voulez me retrouver sur mon podcast, ça s'appelle 2 mots sur les dispositifs médicaux. Donc ça sort un dimanche sur 2 et le pitch du podcast, c'est quoi ? C'est effectivement un podcast d'actualité sur les DM et je détaille, comme tu l'as expliqué,
une thématique particulière, sur un dispositif, une catégorie de dispositifs particulière. On va dire aussi, voilà, une fois sur deux, c'est selon l'humeur, voilà. D'accord, parfait. Évidemment, je mettrai tous les liens en description. Merci encore Nicolas et à très bientôt et on va rester en contact parce que je pense que j'aurai encore beaucoup de questions à te poser dans le futur. Avec plaisir, à très bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.